en le prochain président des États-Unis. Trop, c'est trop. Et j'ai dit, laissez Trumpia se déchaîner, mon frère. Que Trumpia règne à nouveau. Hulk Hogan a passé des années à dire au monde qu'il était ruiné après son divorce en 2009. Il affirmait que Linda avait tout pris et ne lui avait rien laissé. Mais, à sa mort, les enquêteurs ont découvert quelque chose qui ne collait pas. Il possédait secrètement 2 immenses manoirs à Clearwater d'une valeur totale de plus de 11 millions de dollars. Les propriétés étaient étaient dissimulées dans des fiducies et des sociétés écrans. Ces dossiers médicaux ont révélé qu'il luttait contre un cancer du sang depuis des mois. Avant de faire du catch, j'avais toujours une caisse de bière dans les vestiaires parce que les gars n'avaient jamais ce plaisir. Mais quand j'étais là, j'avais ce petit peu de coup à l'époque. Alors que sa femme publiait en ligne qu'il était en voie de guérison. Les mensonges étaient plus profonds que quiconque ne le soupçonnait et la vérité commençait tout juste à éclater. Hulk Hogan est né Terry Jean Bolia le 11 août 1953 à Augusta, en Géorgie. Alors qu'il n'avait qu'1 an et demi, sa famille a déménagé à Port Tampa, en Floride. Son père, Petro Bolia, travaillait dans la construction. Sa mère, Ruth Moody, était professeure de danse. La véritable histoire de sa transformation physique n'a pas commencé en Californie, mais dans un petit endroit appelé Hector's Gym à Tampa. Pourtant, Hogan a permis au mensonge de Venice Beach de perdurer parce que cela a contribué à construire l'image que les gens attendaient d'une superstar. Ce qui a rendu son histoire encore plus lourde, c'est que son frère aîné, Allen, est mort d'une overdose en 1986 à seulement 38 ans. Ce genre de perte, combinée à la vie de col bleu de son père, a allumé un feu à l'intérieur de Hogan. Il ne voulait pas seulement le succès, il en avait besoin. Avant le catch, Hogan poursuivait un rêve dans la musique. Il a joué de la basse fretless pendant près de 10 ans. En 1976, il a contribué à former un groupe appelé Rockos. Il est devenu très connu dans la région de Tampa, mais avec le temps, il n'a pas pu s'empêcher d'étirer la vérité. Dans une interview en 2022, il a même affirmé avoir essayé de rejoindre les Rolling Stones et avoir dit à un proche de MC Jagger qu'il pouvait jouer toutes leurs chansons. Il a dit qu'il avait proposé de se présenter si le groupe avait un jour besoin d'un bassiste. Il a également affirmé qu'il avait failli rejoindre Metallica. Ce qui est étrange, c'est que son talent musical était réel. Il n'a fait qu'amplifier l'histoire, la transformant en une partie de la même légende qu'il utilisait sur le ring. Bien que le divorce de ses parents ne soit pas clairement documenté, la douleur émotionnelle de sa famille s'est manifestée plus tard dans sa vie. En mars 2025, sa fille Brooke a fait une déclaration publique disant qu'elle avait rompu les liens avec ses 2 parents. Elle a dit que les abus verbaux et émotionnels qu'elle avait subis en grandissant étaient trop importants. Sa femme, Linda, a confirmé et a dit qu'elle n'avait pas parlé à Brooke depuis 8 ans. Pire encore, Hogan est mort en juillet 2025, sans jamais rencontrer ses petits-enfants. L'émission Hogan Knows Best les a un jour fait passer pour une famille aimante, mais en coulisses, cette famille s'effondrait. Ce qui s'est déroulé à la télévision est devenu un effondrement au ralenti de tout ce qu'il prétendait défendre. Hogan pensait que le catch pourrait être plus sûr que de travailler dans la construction comme son père. Mais il avait tort. Sa toute première séance d'entraînement en 1977 s'est terminée par une jambe cassée par Hiro Matsuda, un entraîneur brutal connu pour tester les jeunes lutteurs. Il a fallu 10 semaines à Hogan pour guérir. À son retour, Matsuda a de nouveau essayé de lui casser la jambe, mais cette fois, Hogan l'a arrêté. Ce genre d'entraînement brutal était courant à l'époque. Il voulait voir qui pouvait vraiment supporter la douleur. Hogan pensait que le catch le sauverait des blessures, mais il l'a laissé briser à vie. Son corps n'a jamais cessé d'en payer le prix. Son nom célèbre est né d'un étrange moment dans un talk show de Memphis. Hogan était là avec Lou Ferrigno, la star de l'émission Incredible Hulk. Debout côte à côte, l'animateur a souligné que Hogan était encore plus grand que Ferrigno. Une femme nommée Mary Jarrett regardait. Elle lui a ensuite donné le surnom de Hulk. Ce moment a tout changé.
Avant cela, il avait lutté sous le nom de Terry Boulder dans une équipe de tag. Mais quand il est devenu le Hulk, sa nouvelle identité a fait mouche. Il n'y a pas eu de procès, pas de vol, pas de drame, juste un moment à la télévision où il avait l'air plus grand que nature. Pourtant, Hogan n'a jamais corrigé les rumeurs. Il aimait le mystère. En 1967, il est entré dans le centre d'entraînement de Hiro Matsuda en pensant qu'il allait apprendre des mouvements de catch. Au lieu de cela, Matsuda lui a cassé la jambe le premier jour. Ce n'était pas un accident. Matsuda l'a fait exprès pour tester sa résistance. Hogan a été hospitalisé et on lui a dit qu'il pourrait ne plus jamais marcher normalement. La plupart des gens ne sont jamais revenus, mais 6 semaines plus tard, il est revenu en boitant et a exigé de s'entraîner à nouveau. C'est à ce moment-là que Matsuda a commencé à le respecter. Cette jambe cassée est devenue le début de Hulk Hogan. Un an avant cette blessure, en 1976, Hogan, âgé de 23 ans, a commencé à utiliser des stéroïdes anabolisants. D'autres lutteurs l'ont initié à ces produits. Il mesurait déjà 2,1 mètres et pesait 136 kg. Mais les stéroïdes l'ont fait passer à un autre niveau. Il a déclaré sous serment en 1994 qu'il avait utilisé des stéroïdes de 1976 au début des années 1990. Les vestiaires traitaient ces drogues comme des bonbons. Le corps de Hogan a grandi plus vite que personne n'avait jamais vu auparavant. Il pouvait s'entraîner plus dur, guérir plus vite et se battre plus longtemps. Mais c'était aussi le début d'une dépendance qui l'a suivi tout au long de son apogée et qui a contribué à déclencher les enquêtes fédérales sur le catch dans les années 1990. Lors de l'émission Arsenio Hall en 1991, Hogan a nié avoir utilisé des stéroïdes, mais la vérité a éclaté plus tard au tribunal. Et ce mensonge l'a suivi à jamais. De 1977 à 1969, Hogan a travaillé dans le championnat de catch de Floride, l'un des territoires de catch les plus difficiles du pays. Il était dirigé par Eddie Graham, qui utilisait un système appelé policier. Il s'agissait d'anciens lutteurs engagés pour blesser les plus jeunes qui ne respectaient pas les règles. Hogan a dû apprendre à survivre non seulement au match, mais aussi à la politique des coulisses. Les vétérans pouvaient mettre fin à votre carrière s'ils pensaient que vous étiez irrespectueux. Il a vu des lutteurs plus âgés saboter des recrues et des promoteurs jouer aux favoris comme s'il s'agissait d'un jeu. Cette éducation difficile a appris à Hogan comment protéger sa place plus tard à la WWE. Quand il a rejoint la WWF en 1969, il n'était pas un héros. Il jouait un méchant. Il s'habillait en noir, blanchissait sa barbe et essayait d'agir comme un combattant irlandais arrogant. Les fans détestaient ça, mais pas de la façon dont les promoteurs le voulaient. Ils ne le huaient pas parce que c'était un bon méchant. Ils s'en fichaient, tout simplement. Même lorsqu'il a battu Ted DiBiase au Madison Square Garden, la réaction a été froide. Il a même eu une chance de remporter le titre contre Bob Backlund, mais personne ne croyait encore en lui. En 1951, il a quitté la WWE pour jouer dans Rocky III. Personne n'était triste de le voir partir, mais cet échec lui a appris comment créer un personnage que les gens aimeraient. Ce film a changé sa vie. Sylvester Stallone avait voulu engager Billy Graham, mais Graham a demandé 50 000 $. Hogan a accepté de le faire pour seulement 15 000 $. Pendant le tournage, Hogan a accidentellement lancé Stallone si fort que Stallone s'est blessé et a eu besoin de soins. Mais au lieu de se mettre en colère, Stallone a dit aux gens qu'il savait tout de suite que Hogan allait devenir une superstar. Rocky Theory a rapporté 270 millions de $ dans le monde entier. Hogan est passé du statut de méchant raté à celui de personne que Vince McMahon considérait comme l'avenir du catch. À l'époque, Vince McMahon Sr. dirigeait la WWE et détestait l'idée que les lutteurs fassent d'assaut des films. Lorsque Hogan a accepté le rôle de Rocky en 1941, McMahon Sr. l'a renvoyé sur le champ. Il ne pensait pas que Hogan avait ce qu'il fallait. Mais en 1982, McMahon Jr. a pris la relève. Il voyait Hogan différemment.
Il pensait que Hogan pouvait devenir une marque mondiale, pas seulement un lutteur. Ce moment a séparé l'ancien catch de la nouvelle ère du divertissement. Hogan est devenu le visage de ce changement. En 1983, McMahon Jr. a commencé une guerre contre l'ancien système de catch territorial. Il a offert à Hogan un contrat de 750 000 $ par an. C'était une somme d'argent inouïe. Il a également acheté des créneaux télévisés sur 47 marchés à la fois et a commencé à voler les meilleurs talents à d'autres promotions. En 1945, plus de 20 territoires de catch avaient fait faillite. Des milliers de lutteurs ont perdu leur emploi. Le plan de McMahon a fonctionné et Hogan était au centre de celui-ci. Le personnage de Hulk Hogan n'a pas été construit par hasard. Il a été construit pour l'Amérique des années 1980. En 1954, des sondages ont montré que 73% des Américains ressentaient une forte fierté nationale. L'image de Hogan correspondait parfaitement à cela. Ses bras de 61 cm, ses couleurs rouges et jaunes, et même son thème musical, Real American, ont tous été soigneusement conçus. Les vitamines dont il parlait étaient en réalité un code pour les stéroïdes. La musique à elle seule a coûté 25 000 $ à produire. De 1944 à 1928, les produits dérivés de Hogan ont rapporté 1,2 milliard de dollars. Aucun lutteur dans l'histoire n'a gagné autant d'argent. Le 23 janvier 1944, Hogan a battu Iron Sheik pour le titre. Mais ce match n'a pas été une surprise. Il avait été prévu des mois auparavant. McMahon a payé Sheik 40 000 $ pour perdre, ce qui était le double de ses honoraires habituels. Ils ont organisé le match au Madison Square Garden et ont placé 17 faux journalistes dans la foule pour créer un buzz médiatique. L'histoire était que Hogan était la première personne à se libérer de la prise de chameau de Sheik. Il a fallu des semaines de pratique. La WWE a déclaré que la foule était de 19 en 121 personnes, mais seulement 14 847 billets ont été vendus. Vince McMahon était à court de temps et d'argent. Le 31 mars 1985, il a mis tout ce qu'il avait dans une seule nuit au Madison Square Garden. Cette nuit-là, c'était WrestleMania 1. Ce n'était pas seulement un spectacle de catch, c'était sa dernière chance. S'il échouait, toute l'entreprise s'effondrerait. Il a fait venir de grandes stars comme Mr. T, Cyndi Lauper, Muhammad Ali, Liberace et même Billy Martin du baseball. Hulk Hogan était au centre, faisant équipe avec Mr. T pour combattre Roddy Piper et Paul Orndorff. McMahon a même conclu un accord avec MTV pour aider à faire venir la foule grand public. Mais tout cela a coûté une fortune. L'émission a été diffusée en direct dans les cinémas par le biais de la télévision en circuit fermé, ce qui signifiait que Vince devait payer des sommes énormes à l'avance. Il a appelé cela le plus grand pur pari dans lequel je me suis jamais impliqué, et il le pensait. Si les gens ne se présentaient pas, tout l'Empire s'effondrerait. Derrière toutes les lumières et les acclamations se cachait un monde beaucoup plus sombre. Pendant l'ascension de Hulkamania, les lutteurs ont été poussés au-delà des limites humaines. Ils voyageaient sans arrêt, luttant presque tous les soirs et utilisant tout ce qu'ils pouvaient pour continuer. Billy Jack Haynes l'a dit plus tard sans détour. Valium, Placidals, acide, cannabis, stéroïdes, cocaïne et alcool étaient partout. Les lutteurs s'effondraient à l'intérieur, mais étaient toujours obligés de se comporter comme des super-héros. Il a dit « Vous n'êtes qu'un être humain, mais vous n'êtes qu'un numéro pour lui ». En 1988, les dossiers de Federal Express ont montré que le Dr. George Zaorian avait envoyé des stéroïdes directement à Hogan 8 fois en seulement 9 mois. Il a également envoyé 34 colis au siège de la WWF pendant la même période. Personne ne s'en souciait tant que le spectacle continuait. Mais l'une des histoires les plus douloureuses n'avait rien à voir avec les drogues. Il s'agissait d'amitié. Hulk Hogan et André le Géant étaient proches depuis des années. Hogan a dit qu'il m'a battu tous les jours pendant 8 ans, mais ils sont devenus proches, malgré ce début difficile.
André souffrait tous les jours. Il ne pouvait pas s'asseoir sur les chaises, les lits ou même les douches. Les gens chuchotaient et se moquaient de lui dans les aéroports. Et Hogan détestait voir ça. Mais en 1997, pour WrestleMania 3, ils ont dû transformer cette amitié en combat. André a accepté de jouer le méchant. Le 29 mars 1987, 173 personnes auraient été dans la foule pour regarder Hogan soulever et projeter André. Mais ce nombre était un mensonge. Les experts ont dit qu'il y en avait plutôt 78 000. La WWE ne l'a jamais admis. Mais ce qui comptait vraiment cette nuit-là, ce n'était pas la taille de la foule. C'était que deux amis devaient se blesser émotionnellement pour le bien du business. Les mensonges comme celui-là ne se sont pas arrêtés. La WWE a continué à gonfler les chiffres. En 2016, ils ont dit que 101 000 personnes avaient assisté à WrestleMania 32. Les estimations réelles l'évaluent à environ 93 000 ou 94 000. Ces mensonges sont devenus une partie de leur marque, plus histoire que vérité. À la fin des années 1980, le gouvernement a commencé à se pencher sur la consommation de stéroïdes. Le docteur Zaorian a été frappé de 15 accusations fédérales. Il travaillait au bord du ring depuis 1969. 8 de ces accusations étaient directement liées à Hogan. Un autre lutteur, le Dr. D. David Schultz, a dit qu'il avait personnellement injecté Hogan plus de 100 fois. Il a même dit que Hogan vendait des stéroïdes à d'autres. Lorsque Hogan est passé dans l'émission Arsenio Hall en 1991, il a essayé de tout nier, mais sa voix tremblait. Il n'arrêtait pas de répéter « en gros, encore et encore ». Tout le monde pouvait voir à travers. La négation n'a pas aidé. Elle a empiré les choses. Missy Hyatt a dit que le mensonge de Hogan a causé une tempête médiatique qui a tué les ventes de produits dérivés, effrayé les sponsors et leur a coûté des contrats les escomptes de télévision. Les dégâts étaient irréparables. Puis vinrent les films. En 1989, Hogan a joué dans No Holds Barred. Il a coûté 8 millions de dollars à réaliser. Lors de son premier week-end, il a rapporté un peu moins de 5 millions de dollars. Les recettes totales n'ont été que de 16 millions de dollars dans le monde entier. McMahon avait payé le film lui-même. Des années plus tard, il a plaisanté. Je suppose que le chèque est toujours à la poste, lorsqu'il parlait de la promesse de Hogan de le rembourser s'il perdait de l'argent. Jim Ross a dit « No holds barred », plutôt « No profit allowed ». La célébrité du catch n'a pas aidé au box-office. Les choses ont empiré. En 1991, Hogan a réalisé Suburban Commando. Il a coûté 11 millions de dollars à réaliser, mais a rapporté moins de 7 millions de dollars aux États-Unis. Les critiques l'ont détesté. Même l'Undertaker, qui avait un rôle dans le film, a dit que c'était vraiment affreux. Cela a mis fin aux espoirs d'Hollywood de Hogan, mais il a quand même essayé à nouveau. En 1993, il a joué dans Mr. Nanny. Ce fut un désastre. Il n'a rapporté que 4,3 millions de dollars. Hogan portait un tutu dans une scène, et les fans ne pouvaient pas s'en croire que leur héros était tombé si bas. Le film a une note de 3,8 étoiles maintenant, et les fans continuent de le qualifier de terrible. En 1934, Hogan a réessayé avec une émission de télévision appelée Thunder in Paradise. Il jouait un héros sur un bateau de haute technologie. Il y a investi des millions de son propre argent. L'émission a eu 22 épisodes et a même fait venir des lutteurs comme Sting et Brutus Beefcake. Mais le retour de Hogan au catch l'a forcé à quitter l'émission et elle ne s'en est jamais remise. Hogan a dit plus tard qu'il avait pensé à la relancer sous le nom de Thunder Force avec Mr. T, mais il était trop tard. En 1993, Hogan est revenu au catch. Ses rêves de cinéma étaient terminés et il avait besoin d'argent. Il est revenu pendant WrestleMania 9 et a aidé Brutus Beefcake. Ils s'appelaient les Mega Maniacs. Cette nuit-là, Hogan a remporté le championnat WWF après un match impromptu contre Yokozuna. Mais le règne n'a duré que jusqu'au 13 juin, date à laquelle il a perdu le titre à nouveau,
aveuglé par une boule de feu. C'était son dernier pay-per-view de la WWF jusqu'en 2002. Son contrat a pris fin plus tard, en 1993. Il avait perdu son pouvoir de star, mais la WCW a ensuite appelé. Eric Bischoff a offert à Hogan l'accord le plus puissant de l'histoire du catch. À partir du 29 mai 1998, Hogan a signé un contrat de 4 ans d'une valeur de 306 millions de dollars en 1998 et de 3,7 millions de dollars en 1999. Il y avait un bonus de 2 à millions de dollars. Mais l'argent n'était pas tout ce qu'il a obtenu. Hogan a également obtenu un contrôle créatif. Il pouvait décider de la façon dont les matchs se terminaient et qui le battait. C'était du jamais vu. Il a même refusé d'aller à la TNA à moins que Bischoff ne vienne avec lui. Le 7 juillet 1996, tout a de nouveau changé. Hogan a choqué le monde en devenant un méchant à Bash at the Beach. Il a rejoint la NWO et a frappé Randy Savage avec sa jambe. Les fans ont jeté des déchets sur le ring. La sécurité a dû être renforcée. Hogan a dit qu'il n'était même pas sûr d'aller jusqu'au bout, mais il l'a fait. Et le monde du catch a changé à jamais. Il a teint sa moustache en noir et portait des vêtements entièrement noirs. Il s'est moqué de sa propre carrière cinématographique ratée. Le look Hollywood Hogan est devenu emblématique. Les t-shirts NWO se vendaient comme des petits pains. L'image de méchant de Hogan était plus rentable que ses jours de héros. Mais en coulisses, les choses ont mal tourné. Hogan, Kevin Nash et Scott Hall dirigeaient le spectacle en coulisses. Ils ont changé les scripts, se sont protégés les uns les autres et ont brisé des carrières. Nash est devenu plus puissant et a contrôlé les réservations. La NWO a même détourné des émissions de télévision. Il ne faisait pas que jouer les méchants. Il dirigeait l'entreprise. Le contrat de Hogan lui donnait trop de contrôle. Il refusait de perdre des matchs. Parfois, il quittait les émissions juste pour éviter de faire la fin. Lorsque Vince Russo a essayé de reprendre ce pouvoir, Hogan a poursuivi WCW. Cela a montré à quel point il était dangereux de donner autant de contrôle à un seul homme. Sa vie personnelle s'effondrait également. En 1983, Hogan a épousé Linda Clarage. Mais le mariage était un mensonge. Des années d'abus de stéroïdes ont rendu Hogan en colère et instable. En 2009, il est apparu qu'il avait trompé sa femme avec la meilleure amie de sa fille, Brooke, Christian Plant, âgée de 19 ans. Linda a dit « Je l'aimais plus qu'il ne m'aimait ». Elle n'a plus jamais eu de rendez-vous après le divorce. Elle a dit que la trahison l'avait complètement brisée. La relation de Hogan avec Brooke s'est également effondrée. En 2015, un enregistrement a fuité où Hogan utilisait des insultes raciales en parlant de la vie amoureuse de Brooke. La WWE a rompu les liens acétyléniques avec lui. Brooke a cessé de lui parler. En 2023, juste 2 semaines avant le mariage de Hogan avec sa 3e femme, Brooke a essayé de lui parler de sa santé. Il l'a éconduite, et c'était la dernière fois qu'ils se parlaient. Elle n'a même pas été incluse dans sa succession de 25 millions de dollars. Nick Hogan, le fils de Hulk, a également fait honte à la famille. Le 26 août 2007, il a écrasé sa Toyota Supra en faisant une course de dragsters. Il avait 17 ans. Son taux d'alcoolémie était de 0,2055%. Son ami, John Graiano, un marine de 22 ans, a subi des lésions cérébrales et vit maintenant dans une maison de soins infirmiers. Nick n'a purgé que 5 mois de prison. C'était sa 4e contravention pour excès de vitesse en 11 mois. La famille de Hogan a agi comme les victimes, tandis que les rêves de G ont été détruits à jamais. La demande de divorce de Linda en 2007 a presque ruiné Hogan. Elle a obtenu plus de 70% de leur argent, 40% des intérêts commerciaux et 3 millions de dollars en biens immobiliers. Les frais juridiques ont coûté des centaines de milliers de dollars. Hogan a dû vendre sa maison, ses voitures et accepter n'importe quel contrat de catch qu'il pouvait trouver. Les stéroïdes, la tricherie, les mensonges, tout s'est effondré. En 2010, Hogan a épousé Jennifer McDaniel, une maquilleuse de 36 ans. Il en avait 57.
Cela ressemblait à un coup de publicité. Le mariage a duré 11 ans, mais il s'est également effondré. En 2012, la sextape de Hogan avec la femme de son ami a fait le buzz sur Internet. Gawker a été poursuivi en justice. Les dommages ont été énormes. Jennifer aurait voulu partir. Elle a conclu un règlement à l'amiable en 2022 et est partie. En juillet 1995, Hulk Hogan a témoigné dans une importante affaire fédérale. Le procès concernait Vince McMahon, l'homme qui dirigeait la WWE et portait sur les stéroïdes illégaux. Hogan a bénéficié de l'immunité pour témoigner, ce qui signifiait qu'il ne serait pas accusé tant qu'il dirait la vérité. Mais au lieu de le protéger, ses propres paroles ont failli le faire jeter en prison. Il a admis avoir utilisé des stéroïdes sans arrêt pendant 13 ans, de 1975 à 1939. Il a dit que quelqu'un de la WWE l'avait aidé à les commander, en passant même les appels directement depuis les bureaux de l'entreprise. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui a empiré les choses. Hogan a affirmé qu'il pensait que c'était normal parce qu'il avait une ordonnance. Pourtant, quelques instants plus tard, il a également admis qu'il s'était procuré les drogues illégalement. Cette contradiction a tiré la sonnette d'alarme. Les procureurs avaient fait des relevés téléphoniques montrant qu'il avait appelé McMahon directement pour organiser la récupération des stéroïdes, ce qui allait complètement à l'encontre de ce qu'il avait dit sous serment. Ils ont sérieusement envisagé d'accuser Hogan de parjure. S'il l'avait fait, il aurait pu finir par purger 5 ans dans une prison fédérale. Mais le 23 juillet 1995, après 16 heures de délibération du jury, McMahon a été reconnu non coupable. À cause de cela, l'affaire contre Hogan s'est également effondrée. Le procès était censé montrer à quel point le gouvernement serait dur avec les stéroïdes après la loi antidrogue de 1988. Au lieu de cela, il a montré à quel point les choses pouvaient devenir compliquées. Peu de temps après, Hogan a signé un énorme contrat avec WCW. Il lui rapportait 3 millions de dollars par an et lui donnait quelque chose qu'aucun autre lutteur n'avait: le contrôle total de ses intrigues. Ce contrôle est devenu une arme. À Bash at the Beach en 2000, le booker de WCW, Vince Russo, a choqué tout le monde en sortant du script et en insultant Hogan en direct à la télévision, le qualifiant de Hogan a utilisé son contrat pour riposter. Il est sorti et a intenté une action en justice pour rupture de contrat. En 1998, Hogan avait prolongé son contrat pour 9 millions de dollars sur 3 ans, ce qui faisait de lui la star la mieux payée de l'entreprise. Même si la WCW perdait déjà de l'argent rapidement, son procès a englouti 2 millions de dollars supplémentaires en frais juridiques, tandis que les audiences de la télévision continuaient de s'effondrer. En mars 2001, la WCW était tellement ruinée qu'AOL Time Warner l'a vendue à la WBA pour seulement 2,5 millions de dollars. Le refus de Hogan de perdre face à de jeunes stars, ce que son contrat lui permettait d'éviter, a joué un rôle important dans la mort de l'élan de l'entreprise. Puis vint le scandale Gawker. En 2012, Gawker a publié 9 secondes d'une sextape montrant Hogan avec Heather Clem, la femme de l'animateur radio Bubba the Love Sponge. La vidéo avait été secrètement enregistrée entre 2006 et 2007 sans que Hogan ne le sache. Ce que le monde ignorait, c'est que le milliardaire Peter Thiel avait secrètement donné à l'équipe juridique de Hogan plus de 10 millions de dollars pour riposter. Le procès a été brutal. Les avocats de Hogan ont fait valoir que les enfants qui recherchaient Hulk Hogan ou WrestleMania voyaient des résultats de sextape. Le 18 mars 2016, le jury a porté un coup qui a choqué les médias. 115 millions de dollars de dommages et intérêts, plus 25 millions de dollars supplémentaires en guise de punition. Cela représentait 140 millions de dollars. Gawker a déposé le bilan à peine 3 mois plus tard et a dû tout vendre à Univision. Le procès s'est finalement réglé en novembre 2016 pour 31 millions de dollars. C'était l'une des plus grandes victoires juridiques jamais vues en matière de protection de la vie privée des célébrités. Mais le pire était à venir. Le 23 juillet 2015,
Des transcriptions ont fuité de cette même sextape. Dans celle-ci, on entendait Hogan utiliser le mot « en haine » à plusieurs reprises et même dire « Je suis raciste ». Il a également dit qu'il ne voulait pas que sa fille sorte avec des hommes noirs à moins qu'ils ne valent 100 millions de dollars comme Jay-Z. En 24 heures, la WWE a réagi comme si Hogan n'existait pas. Ils ont mis fin à son contrat annuel de légende de 750 000 $, l'ont retiré de leur site Web, ont retiré tous ses produits dérivés et l'ont effacé du temple de la renommée. Les retombées lui ont coûté environ 5 millions de dollars par an en perte d'accords et de redevances. Vince McMahon a qualifié les commentaires de Hogan d'impardonnables et a déclaré que la WWE l'avait retiré pour de bon. Hogan s'est excusé à la télévision nationale, pleurant dans des entrevues, mais le mal était fait. Les commanditaires l'ont abandonné, les fans se sont détournés et la tache sur son image était permanente. Les choses ne se sont pas améliorées lorsqu'il est passé à TNA Wrestling. L'accord de Hogan là-bas lui rapportait 200 000 $ par apparition, mais les codes d'écoute ont chuté au lieu d'augmenter. Lorsqu'il s'est présenté le 4 janvier 2010, TNA a tenté d'affronter directement le grand retour de Bret Hart à la WWE, mais au lieu du succès, les codes d'écoute ont chuté de 15 %. Jeff Jarrett, qui a aidé à lancer TNA, a dit plus tard que c'était un désastre. Hogan et son ami Eric Bischoff étaient déviés plus de 3 millions de dollars par an combinés. Ils ont changé le ring, le style et les émissions, mais les fans n'ont pas aimé ça. TNA a même eu du mal à payer Hogan, ce qui a mené à 3 poursuites entre 2010 et 2013. En coulisses, Hogan avait des problèmes d'argent, surtout à cause d'une poursuite impliquant l'accident de voiture de son fils Nick, qui avait gravement blessé John Gratiano. La société mère de TNA a dû investir 2 millions de dollars supplémentaires juste pour couvrir le contrat de Hogan. En octobre 2013, il était parti, mais les problèmes juridiques ont continué jusqu'en 2015. Étonnamment, la WWE l'a ramené en 2018. Le 15 juillet, ils ont annoncé que Hogan était réintégré au Temple de la Renommée, même s'il n'avait jamais officiellement dit qu'il avait été suspendu. Le moment était étrange. Ils l'ont fait quelques heures seulement avant un grand événement de pay-per-view. Hogan a tweeté qu'il avait rencontré les superstars de la WWE en coulisses et qu'il avait ressenti un soutien écrasant, mais tout le monde ne l'a pas accueilli favorablement. De nombreux lutteurs noirs sont restés silencieux, offrant peu de soutien public. Vince McMahon a défendu la décision, disant que Hogan n'était pas raciste, mais qu'il avait dit des choses racistes et en avait payé le prix. Plus tard la même année, le 2 novembre 2018, Hogan s'est présenté en Arabie Saoudite à l'événement Crown Jewel de la WWE. Cela s'est produit quelques semaines seulement après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien. De grandes stars comme John Cena et Daniel Bryan ont refusé d'y aller. Mais Hogan n'est pas seulement allé, il a ouvert tout le spectacle. Il n'a pas mentionné l'Arabie saoudite une seule fois dans son discours, ce que les critiques ont considéré comme intentionnel. La réaction a été énorme. L'ancienne lutteuse Gail Kim a dit que la WWE se fichait du racisme. C'était la première fois que Hogan revenait sur le ring depuis 2015, et cela n'aurait pas pu se produire à un moment plus controversé. En octobre 2024, Hogan a fait une autre surprise. Il a révélé qu'il n'avait pas de contrat normal de WWE Legends. Dans un podcast, il a dit que son contrat de 5 ans signé en 2023 était quelque chose de spécial, quelque chose de plus qu'un contrat de légende. À 71 ans, il était devenu une sorte d'ambassadeur avec des tonnes de droits sur les produits dérivés et des projets qui lui rapportaient des centaines de milliers de dollars par an. Contrairement à d'autres lutteurs retraités qui ont signé des contrats standards, l'accord de Hogan a été fait juste pour lui. Mais en coulisses, les choses s'effondraient encore. En 2005, Hogan avait lancé une émission de télé-réalité appelée Hogan Knows Best. Elle montrait sa femme Linda et leurs enfants, Nick et Brooke.
L'émission est devenue la plus grande première de télé-réalité de VH1 et a duré jusqu'en 2007. Cela avait l'air amusant à l'écran, mais elle cachait une vraie douleur. En 2009, Hogan a subi une opération à la colonne vertébrale qui a été filmée pour l'émission dérivée de sa fille Brooke. Les caméras l'ont surpris en train de crier sur un ami juste après son réveil de l'opération, lui demandant pourquoi il avait apporté des fleurs comme s'il était une putain de petit ami. Tout a été transformé en divertissement. Hogan a admis plus tard que certaines parties étaient scénarisées, mais les dommages à sa famille étaient réels. Puis est arrivé quelque chose qui a stupéfié même les fans de longue date. La succession de Hogan valait 5 millions de dollars, mais lorsque des documents judiciaires s'obstinèrent sont sortis, il a été révélé que sa fille, Brooke, avait été complètement retirée de son testament. Tout a été laissé à son fils, Nick. Le testament avait été modifié 4 fois entre 2017 et 2023. Le dernier changement est survenu en juillet 2023, juste un an avant la mort de Hogan. Des sources proches de la famille ont dit que Brooke avait demandé à être retirée, disant à ses proches qu'elle ne voulait pas faire partie de l'héritage de son père. La succession comprenait 200 000 $ en crypto, 749 000 $ en biens personnels et intellectuels et 4 millions de dollars en droits à l'image. Sa femme, Melanie Sky Daly, n'a rien reçu non plus, bien qu'elle ait été désignée comme l'épouse survivante. Seuls Nick et un homme nommé Terry McCoy ont été nommés co-représentants de la succession. Encore plus déchirants ont été les dossiers médicaux publiés après la mort de Hogan. Il avait secrètement lutté contre une leucémie lymphoïde chronique, une forme de cancer du sang qui touche surtout les personnes âgées. Il souffrait également d'une fibrillation auriculaire sévère, un problème de rythme cardiaque dangereux. Sa famille a gardé ces maladies cachées. Quelques semaines seulement avant sa mort, sa femme publiait encore en ligne qu'il se remettait d'une opération. Le cancer évoluait généralement lentement, mais dans le cas de Hogan, il avait empiré. Son état cardiaque le mettait à haut risque d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance cardiaque. Lorsque les services d'urgence ont été appelés à son domicile le 24 juillet 2025, il était en arrêt cardiaque complet. L'appel est arrivé à 9h51. Les ambulanciers l'ont pris en charge et l'ont transporté d'urgence à l'hôpital Morton Plant. Mais à 11h17, les médecins ont déclaré la mort de Hulk Hogan. Il avait 71 ans. La cause officielle était une crise cardiaque massive. Il n'y avait aucun signe de jeu déloyal. Les enregistrements de répartition ont révélé plus tard à quel point les premiers intervenants étaient désespérés de le sauver. Un dernier mystère entourait ses propriétés de Clearwater. Hogan avait affirmé un jour qu'il était presque en faillite après avoir divorcé de Linda en 2009. Il avait cédé 70% de leur argent et 40% de leurs entreprises. Mais en 2016, il possédait 2 maisons en bord de mer d'une valeur totale de 11 millions de dollars. L'une a été achetée pour 3,3 millions de dollars en 2012, l'autre pour 1,6 million de dollars en 2016. La plus grande avait 5 chambres à coucher et plus de 465 mètres carrés. Mais lorsque son testament est sorti, aucune des 2 maisons n'était répertoriée. Les 2 étaient détenus par des fiducies ou des LLC, probablement pour les protéger. Cela a laissé les fans et la famille se demander dans quelle mesure la vie de Hogan a-t-elle jamais été ce qu'elle semblait être.